Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Réunion décisive des chefs d'État de la CEDEAO, c'est 10 décembre à Abuja. C'est le sujet qui va essentiellement occuper nos regards ce soir pour l'aborder. Nos invités, ils sont le premier déjà, Monsieur Bagui Diarra, il est analyste politique. Monsieur Diarra, merci d'être là. Deuxième invité, Monsieur Chekna Keita, président de GPS, hein, pas celui de Guillaume Soro, mais le GPS du Mali. Monsieur Keita, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Troisième invité, Abdallah Yatara du parti Yelema, conseiller communal au niveau de la commune 4 du district de Bamako. Monsieur le maire, merci d'être là. Merci bien, tout le plaisir pour moi d'être là, un clin d'œil aux téléspectateurs de Renouveau TV. Quatrième invité, Mokhtar Si, il est le président de la génération engagée du Mali. Monsieur Si, merci d'être là. Merci beaucoup. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Regard croisé. Avant d'ouvrir les débats sur la thématique principale, ce mardi 28 novembre, le président de l'OCLEI a remis un rapport au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, un rapport largement commenté par les Maliens. Nos panélistes ont aussi leur avis à donner sur ce rapport. M. Keita, avez-vous lu un temps soit peu ce rapport de l'OCLEI? Bonsoir Barou, bonsoir mes co-débatteurs, et salut l'ensemble des téléspectateurs de Renouveau TV du Mali et de l'extérieur. Une pensée pieuse à l'endroit vraiment des soldats tombés sur le front et prompt établissement aux blessés. Un clin d'œil à Guillaume Soro? Bien sûr, vraiment, en lui souhaitant bonne arrivée sur sa terre. Une des structures normalement qui devait permettre aux Maliens de récupérer, moi je dirais récupérer, parce que vous venez de rentrer dans les fonds volés. Il faut dire les choses par les noms. Donc c'est encore un autre rapport de plus, oui. Parce que depuis la mise en place de ces structures, c'est des rapports qui ne font que parvenir aux décideurs. Et le peuple a besoin de savoir un peu quels sont les suites de ces différents rapports. C'est vrai, lors de la remise de ce dernier rapport, il y a des chiffres qui ont été avancés, une vingtaine de milliards appartenant à quelques 20 personnes, si je pense bien. C'est déjà bien, mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. L'argent détourné aujourd'hui au Mali, ce n'est plus à longueur de journée, dans les voisinages, nous savons ce qui se passe. Tout le monde sait ce qu'on a fait au Mali ici. L'OCLEI, normalement, c'est suivre un peu les fonctionnaires des services publics et parapublics, tous ceux qui travaillent au nom de l'État du Mali, vérifier un peu, comme ils le disent, à partir de la déclaration des biens, le travail devait être beaucoup plus facile. Ils ont aussi demandé à ce que des dénonciations soient faites à travers des numéros qui ont été mis en place. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'informations qu'ils ont. Et on leur dirait vraiment, ce n'est pas seulement la remise vraiment de ces rapports. Le peuple a besoin de savoir quelle suite est donnée à ces différents rapports. Parce que dans le proche voisinage, nous voyons un peu ce que ces fonctionnaires sont en train de faire. Pour nous, ils ne sont pas inquiétés. Donc, c'est des rapports pour amuser la galerie, pour le peuple. Il faut vraiment qu'ils donnent suite à tous ces rapports-là. M. Diarra, on a l'impression que c'est un rapport masqué qui a été finalement publié, hein, puisque l'identité des présumés délinquants financiers ne figure pas dans ce rapport. Merci bien, M. Sidibé. C'est vrai qu'il n'y a pas de nom spécifique qui soit donné, mais le profil, je pense qu'il est mis en avant. C'est beaucoup plus, en fait, nos fonctionnaires qui sont mis en avant, qui sont porteurs donc pour la plupart de l'action publique. Mais permettez-moi peut-être, avant d'aller de l'avant dans la réponse,
en plus rendre hommage à nos militaires, mais de féliciter également nos Aiglonnais. Je ne ferai pas comme la dernière fois, j'avais oublié, mais c'est déjà très bon chaque fois que nous puissions trouver des Maliens qui font hisser en fait ce drapeau du Mali, surtout dans les circonstances actuelles pour notre pays. Mais pour revenir, je pense à votre question, il y a une véritable saignée de mon point de vue qui apparaît dans ce rapport-là, surtout quand je prends un secteur aussi déterminant dans la vie d'une nation comme l'éducation. Et c'est vrai au-delà de l'aspect pécunier, c'est-à-dire qu'on voit les ressources, mais ce qui est décrit dedans, comment les fonctionnaires, et quand bien même encore une fois il n'y a pas de noms qui sont mis sur le visage, mais les profils sont là, qui soient du département de l'éducation, mais qui trouvent en fait, disons, la façon de faire de ce qui est cher à tout le monde, l'éducation, un business qui est propre à un clan. Et cela sur un espace de 5 ans seulement qu'on a donné, mais je pense que la saignée, elle est profonde. Oui, elle ne doit pas rester sans punition, mais de l'autre côté, je pense que ça met beaucoup plus en lumière ce caractère, pardonnez-moi l'expression, mais véreux de ceux-là qui, pour la plupart, ce ne sont pas tout le monde, ce ne sont pas tous les fonctionnaires, mais disons que là, quand on est porteur d'action publique pour un secteur aussi déterminant dans un pays comme l'éducation, en faire un business avec une telle profondeur, je pense qu'au-delà de la déontologie de l'éthique, la justice doit effectivement prévaloir à ce niveau-là. Monsieur Si, vous qui appartenez à une autre génération de Maliens, comment vous avez accueilli ce rapport de l'OCLEI, le rapport qui a été, en tout cas, qui retrace un peu le parcours de 2017 à 2022? Merci beaucoup, Omar. Avant de répondre à ta question, permettez-moi de saluer nos compatriotes qui nous suivent au Mali et à l'extérieur du Mali et d'adresser nos chaleureuses félicitations aux Aiglonnais qui ont hissé le drapeau du Mali. Alors, sur la question de l'OCLEI, vous l'avez dit, nous sommes une nouvelle génération, une génération engagée. Nous avons des attentes qui ne sont jusque-là pas comblées. Je m'explique. L'OCLEI, c'est un formidable instrument qui sert à lutter contre la corruption, à apporter des réponses dont le Mali a besoin aujourd'hui dans la gestion transparente de nos deniers publics. Mais la question qu'on se pose, quelle est la finalité? C'est la question que tous les Maliens, tous nos concitoyens se posent. Ok, on a identifié. Est-ce que cette question sur la finalité, on doit la poser à l'OCLEI? Oui, on doit la poser à l'OCLEI et on doit la poser également aux autorités. Peut-être à la justice, monsieur Si. Oui, quand je dis autorité, c'est oui, la justice, mais même l'OCLEI, parce qu'à un moment donné, il y a un problème. Quand on regarde le rapport 2021, comment ça s'est passé? Oui. Quelles sont les enquêtes qui ont été menées? Quels sont les dossiers qui ont été traduits? On n'a aucune visibilité sur ça. Concrètement. Sinon, le rôle de l'OCLEI, c'est de remettre le dossier mais justement, moi, la finalité, c'est de savoir comment nos deniers ont été gérés et qui les a gérés. Si la personne les a gérés contre les règles de l'art, en violation des règles de l'art, et qu'est-ce qui est prévu pour ça? Donc, les dossiers doivent être suivis. C'est bien de faire des enquêtes, remettre des rapports, mais au final, le résultat que nous cherchons aujourd'hui, et ils sont nombreux comme moi, nos concitoyens, à savoir quelle est la véritable destination des rapports de l'OCLEI, qu'est-ce qui s'ensuit comme action là-dessus, qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse mettre la main sur ces personnes qui ne font que détourner nos deniers publics dans un pays comme le Mali aujourd'hui en crise. S'il se trouve encore des fonctionnaires qui s'adonnent à ce genre de pratiques, c'est très grave. D'accord. Et on doit vraiment s'opposer à cela. Moi, j'invite vraiment l'OCLEI et tous les acteurs qui sont concernés à donner plus d'explications aux Maliens, si les missions sont limitées, à renforcer les missions pour que la finalité soit vraiment la véritable transparence dans la gestion des deniers publics dans notre pays. Monsieur Yadra, ce rapport est considéré par certains Maliens comme un scandale, hein? Oui. Vous l'entrevoyez ainsi? Avant d'arriver à là, permettez-moi aussi à la suite de mes prédécesseurs de féliciter l'équipe nationale cadette pour sa belle performance en Indonésie.
à la clé des distinctions individuelles, deuxième meilleur joueur, deuxième meilleur buteur. Et je crois que, comme je l'ai dit, une équipe est née à l'état de l'entretenir aussi. Troisième meilleure équipe oui, de compétition. Pour que aussi les fruits puissent donner la promesse des fleurs. Ceci étant, effectivement, le rapport de Leclerc va en droite ligne du rapport du vérificateur général qui a été donné au président, au Premier ministre et au président du CNT ces derniers temps. Et ça montre l'ampleur de la délinquance économique et financière. Mais toute proportion gardée, je l'ai dit, évitons de jeter le bébé avec l'eau du bain parce que tout simplement, le dernier mot revient au procureur qui a l'opportunité de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Et c'est vrai, souvent, les gens disent rapport 2022 du vérificateur général, mais en réalité, le rapport 2022 ne concerne pas uniquement l'exercice 2022, ça concerne parce que généralement les missions de contrôle, les missions d'audit financier et contrôle, c'est généralement toujours sur les 3 derniers exercices. Oui. 2022, donc ça concerne 2022, 2021 et 2020, c'est toujours sur les 3 exercices, excepté les missions de faits signalés qui peuvent concerner l'année en cours, l'exercice en cours. Sinon, ça concerne tous les 3 derniers exercices. La façon de travailler de l'OCLEI diffère, c'est vrai, du vérificateur général, du contrôle général des services publics et des inspections sectorielles. Parce que tout simplement, on vient, on vous envoie des formulaires pour déclarer vos biens. En fait, on fait le cumul de vos salaires pendant la même période. Je crois que le coupable est vite trouvé. Mais faisons beaucoup attention. Laissons la justice faire son travail. Et la présomption d'innocence est un droit. Et au procureur de prononcer la poursuite, de ne pas poursuivre, c'est là où le dernier mot leur appartient. Autre sujet, les conseils communaux du district de Bamako et en tout cas c'est des communes 4 et 2 de Bamako sont désormais dissous. Ainsi en a décidé le ministre en charge de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga, qui reproche à ces conseils communaux de n'avoir pas pu faire fonctionner comme il se doit leur mairie déjà. Monsieur Keïta, vous qui êtes un conseiller communal déjà, quelle réaction faites-vous de cette décision des autorités? Avant de commencer, d'abord, permettez-moi de féliciter, rendre hommage à certains des conseillers communaux, intègres bien sûr, parce que tout le conseil ne peut pas être mauvais en même temps, qui se sont battus pour que des bonnes idées pour l'émergence de les différentes communes puissent avoir lieu. Malheureusement, hélas. Donc vraiment, je les apporte tout mon soutien, toute ma solidarité. Et je salue vraiment ce courage politique que le ministre de l'administration territoriale a eu. Et il est à mi-chemin. Sinon, pour moi, normalement, ça devait être tous les conseils du district de Bamako. Je suis conseiller municipal, je le sais. Parce que le conseil municipal est là pour gérer le bien-être de la population au quotidien. Et ce constat, il est amer quand on le fait. Je suis dans un conseil, je sais de quoi je parle. Et les services auxquels les populations s'attendent depuis 30 ans, c'est pas maintenant, depuis 30 ans. Et même s'ils ont été satisfaits, c'est au millième. Il y a beaucoup qui reste à faire. Et le plus souvent, la majeure partie de ces conseils, les maires et la plupart de ces maires et des conseillers, ils ne savent pas sincèrement pourquoi ils sont là. Ils viennent sans vision, sans objectif, sans projet. Et pourtant, ils émanent de certains partis politiques, normalement, qui ont des projets de société censés vraiment faire évoluer non seulement la société, mais aussi leur apporter un bilan positif. Mais on ne peut pas comprendre que vraiment, à ce stade aujourd'hui, en voyant un peu, c'est le vécu quotidien. Il faut pas être, on peut ne pas être dans la mairie, mais aujourd'hui, tout le monde a son point de vue sur vraiment la gestion des collectivités au Mali et à Bamako en général, en particulier. Donc moi, je dirais vraiment que le ministre, il a été courageux et je l'invite vraiment à aller dans ce sens et surtout de profiter de cette occasion pour faire une rélecture des codes de collectivité afin de mieux gérer les communes du Mali. Monsieur Diarra, c'est sur les centaines de conseils communaux, c'est finalement, en tout cas, ceux du district de Bamako, de la commune 4, de la commune 2, qui ont été finalement dissous. Quel commentaire? Pourquoi le choix de ces 3 communes, conseils? Pourquoi le choix? Je pense que personnellement, je ne pourrais que m'en tenir effectivement
pas aux allégations. On parle de dysfonctionnement, notoire constaté au niveau de ces conseils. Exactement, et je pense même que la chose a été faite de mon point de vue en 2 étapes, parce qu'il y a eu d'abord l'annonce que c'est comme si des inspections allaient être faites au niveau effectivement des conseils communaux qui seront effectivement en faute, seront mis devant les responsabilités. Je pense qu'il y a eu cette première étape et ensuite on est venu dire voici pour l'instant, peut-être on ne sait pas si ce sont les 3 seuls conseils municipaux sur l'ensemble ou s'il y a d'autres qui vont suivre, mais je pense qu'on se rend compte qu'on est dans une procédure quand même, une sorte de procédure autour de laquelle le gouvernement, il a communiqué, il est en train de dire d'ici les prochaines élections, comme il y a question effectivement du fait que le mandat a été arrivé à terme et qu'il faille maintenant arriver à des élections qui ne soient pas encore possibles. Donc on connaît tous les contours qui donnent naissance effectivement à la mise en place des délégations spéciales. Et donc l'annonce a été faite, les choses ont été expliquées. Maintenant, à ceux-là qui sont effectivement peut-être, comment dire, je ne dirais pas en faute directement ou qui sont aujourd'hui quand même mis en cause, puissent effectivement apporter les éléments devant la justice, mais ceux qui ne remettraient pas en place leur mandat. Donc moi je dirais simplement, courageusement, chaque fois que en fait des actions de transparence et de rigueur comme ça doivent permettre à ce qu'il y ait une certaine efficacité au niveau de chaque porteur d'action public ou d'action des services publics, parce que c'est extrêmement déterminant. Je pense que au fil des années, on se rend compte que un processus de développement est impossible de prendre corps dans notre pays tant que nous-mêmes on n'a pas des hommes en fait de valeur ou des hommes de qualité à des postes qui permettent effectivement à ce que les populations ressentent les bienfaits de l'action publique engagée au plus haut sommet de l'État. Donc courageusement à cette action dans la transparence et la rigueur de la justice qui doivent être recueillis en fait en la matière. La génération engagée est-elle convaincue des motifs qui ont prévalu à la dissolution de ces conseils communaux? Oui, nous pensons que les motifs existent, pas seulement dans les municipalités concernées, partout. Maintenant, si la décision elle est courageuse, il faudrait peut-être voir un peu le contexte. Est-ce que la forme a été mise? Est-ce qu'il y a eu des discussions préalables? Moi, je pense que la finalité pour moi, si elle consiste à trouver vraiment des solutions aux différents blocages que connaissent nos municipalités en termes de fonctionnement, parce que les populations sont victimes de cela en réalité. On a beaucoup de blocages dans nos mairies, pas toutes, mais il faudrait quand même se rendre compte de la nécessité de donner un nouveau souffle, une nouvelle dynamique au niveau de ces municipalités-là. Et pour moi, les raisons qui ont été évoquées existent bel et bien. Maintenant, ça fait quelques frustrés, ça fait des personnes qui n'ont pas compris. On a des camarades qui sont dans les partis politiques qui n'ont pas compris cette décision-là, qui l'ont contestée, mais à un moment donné, après 16 ans, presque 16 ans, c'est ça, il y a eu... 2016, voilà, n'est-ce pas? Il y a eu, si je me rappelle bien, si je n'ai pas une fuite de mémoire, le maire du district, ça fait 16 ans qu'il est 2009. Oui. Voilà, donc c'est beaucoup. Il y a d'autres aussi qui sont concernés. Il fallait quand même donner un nouvel élan à cette affaire. Et moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de pouvoir apporter des réponses aux problèmes de nos collectivités. Et si la mise en place des délégations spéciales pourrait vraiment le faire, moi, je ne vois pas d'inconvénient. Monsieur Yatara, vous êtes de la commune 4 du district de Bamako. Vous êtes conseiller communal municipal déjà. Quelle réaction à chaud? En fait, je ne m'érige pas en avocat des conseillers communaux. Loin de moi cette idée. Mais je dis tout simplement qu'en réalité, les conseillers sont beaucoup plus victimes de préjugés. Et comme l'a dit Albert Einstein, il est plus facile de dématérialiser un atome qu'un préjugé. Qu'est-ce qui a été dit dans la communication gouvernementale? 2 raisons. Non-satisfaction des attentes de la population par rapport en matière d'assainissement et des irrégularités économiques, administratives et financières. Pour les irrégularités administratives et financières, j'ai mis pour un soir, j'ai dit toujours la présomption d'innocence, je l'ai dit, et c'est le magistrat qui décide le dernier mot de poursuivre ou de ne pas poursuivre.
Mais quand on connaît la configuration, le fonctionnement d'une collectivité en réalité, aucune collectivité n'a les moyens pour faire face à l'assainissement. Je suis dit clair, je le répète, ils n'ont pas le budget nécessaire par rapport à ça. C'est très mal connaître le budget des collectivités. Quand je prends la commune 4, on a 1,6 milliard de ressources propres. Et quand tu enlèves le fonctionnement, les salaires des agents, les locations et autres, tu te retrouves peut-être avec 600 millions pour faire face en réalité au PDSEC, pour faire face en réalité, comme il a dit, au projet de société. En réalité, ça peut pas. On a transféré de compétences aux collectivités, mais les ressources restent toujours au niveau central. Et c'est ça le problème. Quand on vous transfère les compétences, il faut que les ressources suivent. Mais quand les ressources ne suivent pas, forcément, on trouve comme beaucoup de ministères et le conseil. Je ne dis pas que le ministère n'a pas tort, mais en réalité, il faut beaucoup s'imprégner du fonctionnement des collectivités pour savoir la réalité. Pour les collectivités, par exemple la commune 2, la commune 6, en matière d'assainissement, c'est quoi? C'est de prendre les ordures, les déchets des ménages au dépôt de transit. Au dépôt de transit prend fin la compétence des collectivités second degré. Et c'est la mairie centrale qui prend le relais. Et c'est ce qui a été fait dans les cas d'espèces de la commune 4? En réalité, nous, si ça a été doucé, c'est par rapport au problème du dépôt de transit de la FEBO en réalité. Parce qu'une demande d'explication a été envoyée à notre maire par rapport au dépôt de transit de la FEBO, par rapport à l'assainissement de la FEBO. Mais en réalité, comme on le dit, le code de collectivité, effectivement, la demande d'explication précède toujours la suspension ou la dissolution du conseil. Mais en réalité, il faut aussi voir les éléments qui sont dans les réponses par rapport à la demande d'explication. Notre mission, c'est de prendre les déchets, les ordures des ménages au dépôt de transit. Au dépôt de transit prend fin la mission des mairies. Et c'est la mairie centrale et aux zones qui prennent le relais à partir des dépôts de transit vers la décharge finale. C'est tout. D'accord. Donc en réalité, il faut beaucoup s'imprégner du fonctionnement des collectivités et du budget, en réalité de leur budget, pour voir réellement si elles ont réellement les moyens nécessaires, financiers nécessaires pour faire face à l'assainissement. J'ai dit, je le répète, aucune collectivité. Je le mets lui-même au défi de me donner leur budget. Nous, on injecte à peu près 200 millions par an par rapport à l'assainissement. Le curage des caniveaux, l'achat de matériel pour les associations, pour les journées de services et autres. On le fait au quotidien. Mais les tas d'ordures, les dépôts de transit ne relèvent pas de la compétence des collectivités. Ça relève de la compétence de la mairie centrale et Autre actualité, plusieurs réunions des ministres de l'Alliance des États du Sahel se sont tenues cette semaine ici à Bamako, toute chose qui fait dire à certains observateurs que les choses sont en train de bouger dans le sens de l'opérationnalisation effective de l'AES. Monsieur Keïta, comment vous entrevoyez, comment cette cascade de réunions des ministres de l'AES à Bamako ici? Merci M. Barou. L'AES aujourd'hui a une chance. Les dirigeants de l'AES ont une chance parce que ils ont, je dirais que il y a beaucoup d'instruments aujourd'hui à partir desquels ils peuvent s'inspirer pour planter les jalons de l'Alliance des États du Sahel. Avant l'AES, il y a eu plusieurs organisations sous-régionales et régionales qui pratiquement ont les mêmes objectifs aujourd'hui que ce que les ministres de l'AES viennent de définir. Oui. Mais c'est la matérialisation aujourd'hui. Donc je pense qu'ils doivent faire un peu le bilan de ce qui n'a pas marché dans ces autres organisations et prendre le devant. Le pragmatisme aujourd'hui est un atout, peut être un atout très avantageux pour la survie même de cette organisation-là. La première des choses, parce que la seule chose qui reste aujourd'hui aux dirigeants de l'AES, c'est le soutien populaire qu'ils ont jusqu'à présent. Parce que les autres sont là, ils attendent malgré toutes les sanctions, ils attendent qu'une brèche s'ouvre quelque part. Et aujourd'hui, de la CEDEAO à l'UEMOA, c'est le même projet, libre circulation des personnes et des biens. Mais après 15, 20, 30 ans, jusqu'à présent, il y a des tracasseries au niveau du peuple. Maintenant, l'AES, en s'inspirant de ça, devait faciliter aujourd'hui cette libre circulation qui peut être un élément déclencheur vraiment de la ferveur populaire qui est en train vraiment de suivre les dirigeants de ces différents, ou ce projet de l'AES là. Concrètement, ouvrir les frontières, malgré le défi sécuritaire qui est là, nous avons aujourd'hui une armée, nous avons des armées
suffisamment doté des armées aujourd'hui qui ont réussi à bouter le terrorisme hors des différents, loin des frontières. Oui. Je pense que permettre à cette population un brassage vraiment comme cela se doit, comme cela s'entend par la libre circulation des personnes et des biens, serait un élément déclencheur vraiment de la ferveur que ces populations-là ont eu à manifester. Voilà, ouais, à manifester à la naissance de l'Alliance des États du Sahel. D'accord. Monsieur Diarra, déjà, 2 réunions, celle des ministres des Finances, des ministres des Affaires étrangères. À l'issue de ces réunions, on a pu noter que l'AES a finalement décidé d'aller au-delà de la problématique sécuritaire en intégrant d'autres défis dans la concrétisation de l'Alliance. Oui, et je pense concrètement que l'AES se structure comme une zone économique véritablement, disons, monétaire, financière, tout ce qui s'en suit en réalité pour faire face... Au départ, c'était une zone sécuritaire. Exactement, oui. Ça a commencé par ça, mais sachant tout simplement que les taux militaires n'arrivent pas effectivement à asseoir une sécurité, qu'il faille aller en ce moment à des solutions intégrées. Mais je pense, permettez-moi, je vais avancer dans cette question, mais j'ai eu une intervention donc, de mon collègue ici à côté, Yatara, sur tout à l'heure les déchets. Je pense qu'il est extrêmement important que ce point-là aussi, je puisse faire une intervention là-dessus parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Moi, je voudrais simplement dire que face à la problématique des déchets dans le cadre de l'assainissement, les déchets aujourd'hui ou les ordures ne doivent plus être considérés comme ces choses-là qui nous nuisent. C'est-à-dire que le processus classique qui est là, de prendre les déchets dans les poubelles depuis les ménages et juste essayer de les amener au dépôt de transit et au dépôt final, c'est vraiment un processus qui a montré toutes ses limites et cela se fait dans une économie linéaire. Mais maintenant, nous sommes dans la circularité de l'économie qui fait que depuis l'origine, on donne de la valeur aux déchets en faisant simplement le tri. Dès que vous faites le tri, c'est extrêmement important. Sauf que on va véritablement... Je vais en arriver rapidement, mais nos conseillers sont en train d'écouter ça. Je pense qu'ils font tous face à ce problème-là et par ricochet, nos populations en souffrent. Les déchets là, à quel que soit les niveaux, les déchets constituent de la valeur. Simplement à l'origine, arriver à faire un tri et donc sortir de la procédure classique pour les déchets. Espérant que cette réaction n'appelle pas d'autres réactions. Allez-y. Ok. Donc, mais pour revenir effectivement à cette situation de l'AES et ces différentes réunions successives, je pense qu'il y a cette ambition véritablement affichée qui démontre déjà que nous avons conscience de la valeur de nos ressources au niveau des 3 zones et que nous avons également conscience que nous faisons face à une problématique principalement sécuritaire et comme j'ai dit tout à l'heure, mais tout cela se conjuguant en fait si vous voulez, dans une géopolitique qui devient de plus en plus intense. Ce n'est plus caché à quelqu'un que la région du Sahel, notamment la région des 3 frontières, que cela aujourd'hui est au cœur en fait de la géopolitique. On appelle le Liptako Gourou. Exactement. Et donc, comme on a conscience des ressources, on a conscience effectivement de la profondeur de la problématique ou des problématiques qui se posent à nous en tant que peuple, et que nous avons également conscience de la géopolitique qui cherche effectivement ces orientations stratégiques de par le monde, je pense que la première décision salutaire, c'est de se mettre ensemble. Ils ont fait cela et en disant aussi, ce n'est pas simplement le fait de se mettre ensemble, nous voyons notre chemin, voici nos cibles, là où nous sommes prêts jusqu'où aller. Et cela est extrêmement important. Je pense que cette affiche de la part de l'AES se fait sur un double front. Le premier front, c'est d'abord travailler effectivement à intégrer le mieux possible ce processus donc, de développement propre ou qui soit inclusif aux 3, mais aussi en face de l'UEMOA et de la CEDEAO. Parce que disons-le clairement qu'en face aujourd'hui de l'UEMOA ou de la CEDEAO, en fait, la collaboration ou la discussion est extrêmement difficile. Extrêmement difficile parce que les perceptions sont différentes. Et les perceptions sont différentes parce que derrière, il y a une géopolitique dans la gestion de ces institutions-là qui font que la chose concernant nos peuples qui doivent être au cœur du fonctionnement de ces institutions, notamment l'intégration économique, laisse de la place à une chose politique dont en fait les motivations ne sont pas forcément portées pour le bien-être de nos populations. Donc, moi je dis salut effectivement à cette initiative qui en réalité pourrait se consolider davantage,
Mais ce qui est clair là-dessus et qui est vraiment satisfaisant de mon côté, c'est qu'au moins, ils savent dire, voici ce que nous voulons, voici nos moyens, voici où nous voulons aller, c'est quoi nos ambitions face à tout cela. Monsieur Si, avec ces réunions en cascade qu'on a enregistrées à Bamako courant cette semaine, est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement l'AIS est en train de prendre véritablement corps? Oui, absolument, c'est une certitude. La volonté des autorités de travailler vraiment à la mise en œuvre de cette alliance est visible aujourd'hui à travers toutes ces réunions, toutes ces dynamiques qui se créent dans nos 3 pays. Et c'est une décision d'abord de création que nous avons saluée, en ce qu'elle permettra à court terme d'apporter des réponses claires à nos problèmes communs. Et moi, je vois ça vraiment en 3 points. En réalité, il y a des opportunités, il y a des points forts, il y a des points faibles. Allez-y. Parmi les points forts, donc notamment, ça va être la coopération gouvernementale entre nos 3 pays. Ça va faciliter parce qu'on vit les mêmes problèmes, on va pouvoir apporter des réponses durables à nos problématiques. Ensuite, on aura la coopération militaire, qui est le motif qui a été avancé. Ça, c'est vraiment le motif principal, même si on sait que derrière, il y a des motifs accessoires. Les questions économiques, les questions d'infrastructure et de transport, tout cela, d'échanges commerciaux, ça va être abordé aussi, donc il faudra s'attendre à ça également. Ensuite, on a identifié des opportunités en matière de coopération économique, la mise en œuvre de stratégies pour nos pays, parce qu'on a les mêmes difficultés. En réalité, je pense que ce n'est qu'une mise en forme. Et au niveau des populations, pour ceux qui voyagent, qui vont dans ces zones-là, les populations vivent déjà avec ces réflexes-là. Les populations du Mali qui se déplacent, les populations maliennes qui se déplacent du Mali pour aller vers le Niger sans savoir qu'elles ont changé de pays et vice-versa, le Burkina également. Donc l'idée pour nous, c'est d'arriver à une situation où on apporte des réponses aux problématiques de nos populations. Et s'il faut vraiment envisager une intégration politique et économique pour vraiment faciliter cela, pour moi, c'est une bonne chose. Et je pense que les autorités sont en train d'aller vers cela parce qu'elles ont eu beaucoup de limites par rapport aux réponses que la CEDEAO pouvait apporter. Je pense Monsieur Si, est-ce que des décisions concrètes sont sorties de ces réunions-là? Oui, bon, je pense qu'il y a eu d'abord beaucoup de propositions, parce qu'on est dans la phase encore de propositions. Oui. C'est une machine, c'est très lourd. 3 pays qui doivent discuter, il faut faire des propositions. Les ministres ont fait des propositions. La dernière, je pense que les ministres des Affaires étrangères des 3 pays ont proposé d'aller vers un système de confédération. Et voilà, après, ça doit être analysé. Et la question de la monnaie? Oui, la question de la monnaie, c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre, mais moi je pense qu'il faut être prudent. Un processus d'intégration se mène vraiment étape par étape. On ne peut pas aller trop vite. Il faut d'abord régler le motif principal. C'est d'abord la question sécuritaire, parce que de cette question dépendra toutes les autres. Si on n'est pas stable, si on n'a pas de sécurité, on ne pourra pas parler de développement, d'échanges commerciaux et autre chose. Il faudrait d'abord qu'on se mette d'accord sur les principes qui doivent encadrer l'alliance sur le plan sécuritaire, qu'on arrive à coopérer là-dessus. Maintenant, les opportunités, j'en parlais, l'énergie, le transport, les infrastructures, cette zone est une véritable zone d'intégration. On pourra faire vraiment de libre-échange, beaucoup de choses pour pouvoir apporter des réponses concrètes aux besoins de nos 3 pays. Après, les faiblesses que j'ai identifiées, notamment, ça va être bien sûr la résistance que la CEDEAO, on va parler tout de les autres organisations vont apporter. Et évidemment que le Sahel, c'est aujourd'hui, c'est une zone vraiment stratégique où la géopolitique est en train de se faire. Et beaucoup de pays ne vont pas laisser, notamment les pays les plus importants, vont en tout cas voir beaucoup de mal dans la création de cette alliance-là qui va apporter de la résistance, qui va vraiment définir une nouvelle posture aujourd'hui décidée par nos 3 pays qui ont décidé de s'affirmer, de pouvoir prendre leur destin en main et d'assumer pleinement leurs responsabilités dans la gestion des crises qu'ils traversent. Ensuite, il y a aussi les moyens
financier qu'il faut trouver. Une alliance, ça se finance, la coopération, ça se finance, il faut trouver ça. Sauf que dans la charte de l'alliance, l'alliance doit être financée sur fonds propres, hein, à l'interne. Effectivement, c'est pour ça que je le dis. Donc, il faut d'abord que chaque pays soit en capacité de financer. Oui. Et donc, ce qui n'est pas aujourd'hui Forcément le cas. forcément le cas pour chacun des pays qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Et donc, cette question, il faut se la poser. Donc, avant de parler de monnaie, avant de parler d'autre chose, d'abord, parlons stabilité. C'est l'objet de la création de cette alliance. On cherche la stabilité pour nos 3 pays et on essaie d'apporter des réponses ensuite accessoires, notamment en termes de développement économique, social et autres choses. Monsieur Yatra, avec ces réunions, on peut dire qu'on est véritablement dans l'alliance des États du Sahel. Oui, On y est. Forcément. Permettez-moi de dire Encore, hein? à Allez-y. mon cher consultant que notre mission de collectivité n'est pas de transformer les déchets, c'est juste de les transporter des ménages au dépôt de transit. Et quand vous évacuez les dépôts de transit et que vous dites encore à la population de ne pas partir de verser les ordures dans les dépôts de transit, que peut faire un maire? Vous êtes de quoi changer. Allez-y. Maintenant, pour revenir à la question, c'est qu'en réalité, après la signature de la charte fondatrice de l'AIS, après sa ratification par CNT Mali, CNT Niger, CNT Burkina, je crois qu'on est aujourd'hui dans la phase de la mise en place de l'architecture institutionnelle de l'AIS. Et c'est là le communiqué final de ces derniers jours, enfin d'hier plutôt, pour les différentes rencontres, est très clair. Ça s'articule autour de 4 axes: l'axe sécuritaire, l'axe diplomatie, l'axe économique et l'axe politique. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais ce qui m'a surtout retenu l'attention, c'est par rapport à l'axe économique. Et l'axe économique s'articule autour de 3 piliers essentiels, à savoir la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement. Deuxièmement, mise en place d'un comité de réflexion pour les questions de création de l'union économique et monétaire. Ça veut dire que déjà, on est en train de concurrencer peut-être dans un court, moyen ou long terme l'union économique et monétaire ouest-africaine. Et l'axe politique, effectivement, c'est la participation des jeunes, des femmes, des élus par rapport aux initiatives de l'AIS. Et aussi à long terme, ça c'est sûr, à long terme, c'est la création de la fédération entre le Mali et le Niger. Mais ce que je déplore en réalité, c'est que c'est allé trop vite. C'est allé trop vite. Une organisation d'une telle envergure, ça se construit sur un long terme. Mais je crois que c'est aussi un prélude au sommet de la CEDEAO, nous allons y revenir. C'est peut-être un peu pour prendre le devant par rapport aux éventuelles décisions qui sortiront peut-être je veux dire, de la future réunion de la CEDEAO du 10 décembre, je crois, à Abuja. Je crois qu'on devrait décliner ces axes-là en réalité en axes prioritaires pour le court terme. On devrait être très clair pour le moyen terme et pour le long terme. Mais ça n'a pas été défini dans le communiqué final. Mais on attend. Ça va prendre du temps. Il y aura beaucoup d'embûches, beaucoup de difficultés pour y parvenir. Mais avec la volonté politique des 3 chefs d'État, c'est sûr, on y arrivera un jour, Inch'Allah. Monsieur Keita, quand on essaye de sonder un peu le ressenti des communs des mortels dans ces 3 États, on note finalement le désir d'aller à une monnaie, à la création d'une monnaie AES. Est-ce que ce désir-là est raisonnable? Bon, à la différence de mes co-débatteurs, moi je suis un aventurier, je suis un homme de terrain. Quand je dirais d'être pragmatique, il faut sortir des discours politiciens. La consolidation de l'AES dépendra de la manière dont le brassage se fera entre les populations. Quand on prend les 3 pays... Et c'est ce qui existe déjà. Oui, quand on prend les 3 pays, c'est pratiquement les mêmes populations qui vivent aux différentes frontières. Je dirais de s'inspirer un peu des manquements ou des erreurs que la CEDEAO, la CEAO, l'UEMOA ont fait. C'est le même discours que moi je suis en train d'entendre. Moi je dis d'être direct. Ils ont été pragmatiques en créant une synergie entre les différentes armées et ça a donné son fruit. Maintenant, ouvrir tout de suite les frontières. Pour le moment, on n'a pas une armée AES. Non, j'arrive, non, même s'il n'y a pas une armée, mais il y a une entraide, il y a une dynamique. Une dynamique qui est là aujourd'hui, qui fait peur peut-être aux groupes rebelles. Mais aujourd'hui, en permettant aux populations, comme mon frère vient de le dire, un Malien de Bamako se sentant à l'aise chez nous, à Niamey, ainsi de suite, à Ouagadougou, de Bamako jusqu'à Niamey, voyager tranquillement, sans
Parce que c'est ça qui intéresse aujourd'hui le peuple. Vous pensez que les tracasseries routières continuent? C'est le principal barrière à la réussite de ces différentes organisations-là. Parce que nous sommes des peuples de commerçants, nous sommes des peuples de voyageurs, et ces gens ont besoin de se déplacer en toute tranquillité. Monsieur Keita, est-ce qu'on doit aller tout de suite et maintenant à la création d'une monnaie AES? Non, mais une monnaie est adossée à une économie. Tant que l'économie n'est pas forte, on ne peut pas créer une monnaie tout de suite comme ça. Il faut évaluer les différentes potentialités de la zone. C'est pratiquement des pays essentiellement agro-silvo-pastoral. Donc, nous pouvons nous appuyer sur ce secteur-là, y compris les ressources minières importantes qui sont dans ces différents pays. C'était la raison principale de la création de l'autorité Liptako Gourma, valoriser ces différents produits pour que les populations puissent vraiment en bénéficier. Moi, je pense d'abord qu'il faut créer cette économie forte et maintenant, par la suite, on ne va pas tout de suite créer une monnaie qui va s'adosser à une autre monnaie. Donc, je ne suis pas économiste, mais je sais quand même qu'en tant que commerçant, quand tu achètes une marchandise et que tu arrives à écouler cette marchandise-là facilement pour avoir beaucoup de bénéfices, tu deviens encore plus fort. Donc, pour moi, l'essentiel doit être d'identifier les différentes potentialités économiques de l'AES et mener des grands projets dans ces différents secteurs-là. Et ensuite, maintenant, la création de la monnaie viendra. Monsieur Diarra, peut-on aller tout de suite maintenant à la création d'une monnaie concernant la zone AES? Vous savez que c'est tout de même un désir exprimé par beaucoup d'opinions. Cette réponse tient simplement jusqu'à où peut aller l'engagement en fait si vous voulez, des autorités. Sinon, il n'y a pas de timing en fait, je vais dire indiqué ou approprié à ça. Mais justement pour dire effectivement à Keita en face que quand déjà il parle effectivement de confédération, le brassage des peuples dont vous êtes en train de parler se fait toujours dans un cadre, ça doit être encadré d'un point de vue réglementaire et politique. Et je pense que la confédération déjà est une expression nette de cela en permettant, parce qu'elle est dite en cela que il y a un temps que ce brassage pour le peuple doit pouvoir se faire, mais on donne déjà depuis tout de suite là les cadres qui permettent à chaque entité de protéger sa souveraineté, mais de faire en sorte qu'il y ait effectivement cette synergie d'action et pour pouvoir avancer. Et ce cadre-là, le fait de le donner au plus haut niveau est déjà important. Pour revenir à la question de la monnaie, moi je pense que nous devrons comprendre qu'il y a eu d'abord, par exemple pour le Mali, je ne sais pas encore pour les deux autres États, que le Mali déjà commence à s'engager avec la Fédération de la Russie pour établir son cadastre minier. Et il n'est pas caché à personne que, je l'avais dit, que ces États ont conscience de la potentialité des ressources économiques qui regorgent cette zone-là. Et je pense déjà que c'est cette potentialité qui va être davantage avérée, notamment d'un point de vue minier à partir du cadastre. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas des États pauvres en réalité. Et donc, avec ces ressources-là, il y a énormément de possibilités derrière et de réflexions pour pouvoir arriver à porter ces ambitions pour la création d'une monnaie. Mais est-ce que c'est la création d'une monnaie seulement qui va tout de suite être la solution? Parce que quand on la crée, je pense, ou j'imagine, ce n'est même pas que j'imagine, mais c'est une réalité qu'on s'inscrit sur le long terme pour que cela puisse servir effectivement aux communautés pour lesquelles ou aux populations pour lesquelles les autorités auraient pensé effectivement à créer cette monnaie qui doit être viable parmi les autres monnaies et soutenir en fait l'économie. Ce travail-là se fait de manière extrêmement réfléchie. Et je pense en mettant en valeur tout ce que nous avions comme autant ressources minières, mais aussi ressources humaines et tout ce qui va avec la coopération avec les autres. Donc, pour y aller tout de suite, je pense qu'il n'y a pas de problème qu'on y aille, mais si on doit y aller, je pense également que ça ne doit pas se faire la tête baissée. Et en voyant ce qui est affiché dans cette AES, je pense que la tête n'est pas baissée. Le timing, il doit être approprié quand ils vont vouloir le faire, à mon avis, en fonction de l'évolution de la situation. Monsieur Si, vous avez une réaction? Oui, je pense qu'il nous faut rester prudent, très prudent. C'est pas, je rassure mon cher frère Keita que ce n'est pas un discours politique quand je dis qu'il faut être prudent. N'oublions pas que nous sommes dans une alliance de circonstances. C'est une alliance créée sur la base d'une situation que vivent les trois pays. Donc, on a décidé de partir. Donc, il faut aller étape par étape. Les questions économiques sont des questions trop sérieuses, trop importantes pour être gérées
dans la précipitation. Je pense que la volonté politique des acteurs est acquise. Aujourd'hui, au rythme où vont les choses, on sent que cette question de monnaie va venir sur la table à un moment ou à un autre. Mais ne brûlons pas les étapes. Moi, c'est ce que je voulais dire pour vraiment être sûr qu'on est dans une séquence aujourd'hui d'abord sur les questions de stabilité, de sécurisation, de consolidation de nos relations. Parce que si on doit parler d'économie, ça doit être basé sur un fond de stabilité. Oui. Et la monnaie doit être une monnaie qui va pouvoir être en concurrence avec les autres monnaies et qui va pouvoir se reposer aussi sur la stabilité des pays. Donc je pense que on a tous envie que l'AES prenne forme, qu'on soit dans une confédération et qu'on puisse apporter des réponses que la CEDEAO, que le MOA n'a pas su apporter à présent. Mais il faut rester prudent. On ne construit pas une alliance sur des précipitations ou que sur des envies. Il faut des procédures, il faut respecter des choses parce qu'après, ce n'est pas quelque chose sur laquelle on doit revenir à chaque fois. D'accord. Voilà. Monsieur Yatara, on doit jouer la carte de la prudence sur la question de la monnaie. La question monétaire est très complexe, au-delà de ce que les gens pensent, et je crois que le Mali en a fait l'expérience au 62 en créant le franc malien. Et en 65, le Mali a été désenchanté en demandant, depuis 65, le retour dans la zone franc. Et depuis 65, le Mali a demandé. Et c'est ça là où est survenue la première dévaluation, avant la deuxième dévaluation en 1994. Et en ce moment, ceux qui ont leur monnaie unique aujourd'hui, c'était peut-être bien avant l'indépendance, c'était bien très, très simple. Aujourd'hui, l'économie est très mondialisée. La création de la monnaie obéit à beaucoup de complexité et il faut faire beaucoup attention. Ce n'est pas comme les années 60 où on pouvait, par volonté politique, par lutte contre l'impérialisme, créer sa propre monnaie. C'était très simple à l'époque. Mais aujourd'hui, nous avons une économie mondialisée où les choses sont très, très dépendantes d'un pays à un autre. Et je crois que c'est souvent une volonté politique, mais transformer cette volonté politique en réalité, je crois qu'il faut aller, comme il a dit, étape par étape, step by step. Ce 10 décembre à Abuja, les chefs d'État et des gouvernements de la CEDEAO se réuniront pour évaluer la situation socio-politique de la région. En ligne de mire, les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire les pays dirigés par des autorités transitoires. Que peut-on s'attendre à l'issue de cette réunion, de ce sommet des chefs d'État de la CEDEAO? M. Keïta, la question, je vous la pose. Pour moi, il n'y aura rien de nouveau sous le soleil. Oui. C'est la même rengaine. Parce que il faut revenir à des régimes constitutionnels retour à l'ordre constitutionnel dans ces différents pays. Et en ce qui concerne les pays de l'AES, comme la CEDEAO même vient, le commissaire de la CEDEAO a eu à le dire, l'option militaire, ils n'ont pas abandonné, seulement ils attendent que les sanctions portent les fruits. Qui ne concerne que le Niger. Hein? Oui, bon, bien sûr qu'il ne concerne que le Niger aujourd'hui, pas que le Niger, parce que le Niger a d'autres soutiens qui sont le Mali et le Burkina. Donc ils attendent que les sanctions encore portent les fruits. Et aujourd'hui, moi je pense qu'ils ont d'autres préoccupations, parce que les rangs de l'AES risquent de s'agrandir avec ce qui se passe en Guinée-Bissau, ce qui se passe en Sierra Leone, avec les élections à venir au Sénégal. Je pense que la CEDEAO est beaucoup plus préoccupée par ces différents foyers de tension qui sont en train de naître que de s'intéresser beaucoup plus au projet AES qui est déjà un projet, comme quelqu'un vient de le dire, basé d'abord sur des points communs. Donc, et quand il y a des difficultés entre amis, on cherche à s'entraider. L'AES pratiquement fait front commun aujourd'hui face à la CEDEAO. Bon, c'est les mêmes sanctions peut-être. Donc l'AES est une réponse aux décisions éventuelles de la CEDEAO? Bon, pas aux décisions que la CEDEAO a déjà prises, parce que c'est les mêmes décisions qui vont... Je ne sais pas quelles vont être les nouvelles décisions qu'ils vont dire à part maintenir les mêmes sanctions, oui. Et peut-être, sauf cataclysme, aborder la question de l'intervention militaire. Donc, et moi je pense que la CEDEAO est préoccupée par des foyers de tension naissantes, et puis avec les élections qui sont en ligne de mire au Sénégal et aux prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire, avec surtout l'arrivée de Guillaume Soro au Niger. Donc, c'est fort probable que si les choses ne se passent pas comme les populations le souhaitent, que l'AES accueille de nouveaux pays membres.
D'accord. Monsieur Diarra, votre regard sur ce sommet de chef d'État de la CEDEAO qui va se tenir ce 10 décembre à Abuja? Je pense que quand on regarde l'avance CEDEAO côté ce que le commissaire, disons, aux affaires politiques disait, et quand on voit également la communication même de la CEDEAO autour du leadership donc, du président Alassane Dramane Ouattara, avec le fait que le président de la commission, c'est à partir de là-bas qu'il va effectivement prononcer ou dire que le 10, ça va se tenir et tout ça. Et quand on regarde ça, je pense que ça rentre quelque part dans l'expression de la continuité déjà de l'approche de la CEDEAO par rapport à la gestion des crises dans les 3 États. Et même au-delà avec la Guinée et tout ça par rapport à tous ces coups d'État-là. Donc ce qui, de mon point de vue, va contribuer probablement à plus radicaliser les positions de ce côté-là. Parce que il est clair que vis-à-vis de ces 3 régimes-là, le président Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui, de mon point de vue, n'est pas l'homme qui peut faire asseoir effectivement la confiance avec ces régimes transitoires. Alors que nous avons besoin, au niveau donc de la CEDEAO, que en fait les discours et les postures. Sauf que c'est Bola Tinubu qui est le président. Je le sais, et c'est pour ça que j'ai dit la communication de la CEDEAO, parce que le leadership de Alassane, ou à partir de là-bas, je n'ai pas compris en quoi cela peut être utile, de mon point de vue. Mais ça dénote déjà qu'on exprime que le président Alassane Dramane Ouattara en fait a un certain leadership dans ce sommet-là. Sinon, pourquoi c'est de là-bas que le président de la commission effectivement va annoncer la réunion et tout ça. Ça, c'est la lecture personnelle que je fais. Et de mon point de vue, quand on met ce que l'autre là aussi, le commissaire aux affaires politiques qui continue effectivement de menacer que l'intervention, par exemple, pour le Niger est seulement suspendue et que c'est encore, en fait, tout cela, ça rend difficile, en fait, la discussion. Et je pense que lui-même l'a dit quelque part, c'est que j'ai lu qu'il y a eu un refus de la part en fait, des autorités nigériennes effectivement à pouvoir dialoguer avec eux, et tout cela n'est pas de nature à faire en sorte qu'on puisse apaiser en fait les choses et à faire en sorte que nous puissions effectivement arriver à faire en sorte que les transitions là ne soient pas dénaturées. Excusez-moi. L'autre aspect, quand on regarde toutes ces réunions de l'AES, en réalité, parce qu'il y a des coulisses, toutes ces réunions de l'AES, on a l'impression que les choses sont précipitées, mais peut-être que normalement, elles devraient l'être parce que c'est finalement une question de survie pour ces États-là. Oui. Comment ces États-là peuvent rester là alors que les sanctions ne visent pas que les autorités transitoires, mais les sanctions, la plupart du temps, tombent directement sur les populations et à l'imaginaire simplement d'aller à une implosion dans ces États-là. Donc, c'est plus une question de survie pour ces États et on a l'impression que les choses se précipitent, mais elles ne sont pas précipitées de mon point de vue. Elles sont même normales en termes de réponse, en termes de prévision pour dire si cela se passe, si on est dans un scénario. On est dans l'anticipation. Exactement. Si on veut nous faire tel scénario, voici là où nous sommes prêts jusqu'à aller. C'est pour cela, dès l'entame de mon propos, j'ai dit que ce qui se dessine dans l'AES, l'architecture montre le contenu et tout, c'est vraiment une expression des ambitions et de dire voici le chemin que nous pouvons être capables de prendre jusqu'où nous pouvons y arriver. Et tout cela, je pense que c'est fait à l'adresse de la CEDEAO. Et de mon point de vue, la sagesse aurait guidé. Là, je vais terminer là. Au niveau de la CEDEAO, de faire en sorte que l'enjeu qui est dans tout cela, c'est vraiment une certaine implosion de l'organisation. Alors que l'organisation, chaque État de la CEDEAO est convaincu que l'intégration économique est une force en réalité pour les États de l'Afrique de l'Ouest. Donc la CEDEAO, en tant qu'institution, travailler à la protéger et doit être véritablement, si vous voulez, un engagement de la part de chaque chef d'État. Mais on se rend compte que là aussi, c'est une réalité. La géopolitique aujourd'hui a une véritable expression de ce côté-là, ce qui fait que les chefs d'État qui sont là, ou l'institution s'éloigne de plus en plus en fait, des attentes des populations, et c'est à craindre en réalité. Monsieur Si, à quoi peut-on s'attendre à l'issue de ce sommet des chefs d'État de la CEDEAO, c'est 10 décembre? Ce que je peux dire déjà, c'est que ce sommet intervient dans un contexte vraiment difficile, tendu entre les deux parties. D'un côté, la CEDEAO qui peine à vraiment être crédible, qui prend des engagements qui ne les tient pas, qui n'arrive pas à organiser toutes ses ambitions et qui quand même a été sage à un moment donné en laissant la porte ouverte à la négociation sur la question du Niger.
Ça, c'est vraiment une option pour moi qui est salutaire venant de la CEDEAO, parce que l'autre option militaire aurait entraîné des conséquences pas possibles. Donc, de l'autre côté, on a les 3 pays qui s'organisent, l'AES qui se met en forme. Donc, c'est pour justement apporter des réponses en cas de sanctions ou en cas de décision de la CEDEAO qui serait prise à l'encontre des 3 pays. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où les positions vont se radicaliser. Oui. Moi, je pense que la CEDEAO, au regard des engagements qui ont été pris, qui n'ont pas été tenus, au regard de ce qui se dessine avec l'AES, même au Niger, parce que la CEDEAO n'a pas voulu entendre parler de transition de 3 ans au Niger. Donc, pour moi, on va aller vers une situation conflictuelle. Donc, chaque partie est en train de se préparer pour apporter les réponses nécessaires. Mais moi, quand même, j'appelle toutes les parties au dialogue, à trouver la voie de sortie par le haut, parce que personne n'a intérêt aujourd'hui qu'il y ait un conflit entre nos pays. C'est les populations, comme vous l'avez dit, qui vont subir les conséquences. Le premier, au-delà des autorités en question, c'est les populations d'abord. Donc moi, je pense que si la CEDEAO décide de prendre des sanctions, ça va faire qu'empirer les choses. Et ce risque demeure? Moi, je pense que oui, ça demeure. Parce qu'il y a des engagements qui ont été tenus. Oui. Surtout sur les calendriers. Voilà, oui. qui ne pourront pas être respectés, qui ont déjà été décalés. Donc, à ce moment-là, il faut se poser la question d'abord, comment la CEDEAO interprète cela. Et moi, je pense qu'elle gagnerait vraiment à, en tout cas, privilégier le dialogue, parce que le problème politique, il faut des solutions politiques, il faut discuter réellement, comprendre que c'est une aspiration des populations. Le Sahel de 1960 est différent du Sahel de 2023. Aujourd'hui, les difficultés, les réalités ne sont pas les mêmes. Donc la CEDEAO gagnerait beaucoup à Les peuples ne sont pas non plus les mêmes. Voilà, la CEDEAO gagnerait beaucoup à se remettre en cause dans sa gestion, dans sa lecture, pour rebondir sur le constat justifié d'ailleurs que fait mon cher ami par rapport à la position de Ouattara dans la gouvernance, dans la communication de la CEDEAO. C'est normal, parce que c'est lui qui a le plus à perdre aujourd'hui. Si jamais la CEDEAO perd en crédibilité, toutes les ambitions que lui il a pour son pays vont aller à l'eau, parce qu'aujourd'hui, je pense que la CEDEAO s'accroche à lui pour essayer de régler les problèmes avec les autres. Et ça, ce n'est pas un bon schéma. Il faudrait trouver vraiment un consensus, travailler avec tout le monde, identifier des opportunités, dialoguer avec les acteurs pour trouver une solution. Les sanctions ne seront pas la solution, puisque les pays ont déjà appris à vivre avec les sanctions. Donc, ce n'est plus la solution. D'accord. Voilà. Monsieur Yatara? Moi, je crois qu'en réalité, la réunion du 10 décembre, sans présager de l'ordre du jour, s'articulera autour de 2 points. Le premier point, ce sera peut-être l'évaluation des sanctions, des décisions qui ont été prises au mois d'août après le coup d'État au Niger. Ces 3 décisions, c'était quoi? C'était une intervention militaire, c'était la libération immédiate et sans condition de Bazoum, c'était enfin des sanctions économiques et financières. Je crois que la CEDEAO va d'abord évaluer ces décisions-là pour voir est-ce qu'en réalité ça a donné les effets escomptés ou pas, ou s'il va falloir changer de stratégie. Le deuxième point à l'ordre du jour, c'est qu'entre-temps, le Niger s'est prononcé sur une durée de transition de 3 ans. Je crois que la CEDEAO aussi se prononcera sur ça aussi. Je crois que sans présager de l'ordre du jour, ça sera peut-être les 2 points essentiels. Donc le Mali et le Burkina ne seront pas concernés? Pour le moment, non, parce que tout simplement, c'est vrai, le Mali... Qui ont proposé des calendriers, la CEDEAO. Je ne pense pas qu'on puisse se prononcer pour le moment pour le Mali, sans pour autant trouver la solution au problème nigérien, qui a fait l'objet d'une réunion extraordinaire au mois d'août. Mais aujourd'hui, que vaut aujourd'hui la CEDEAO en réalité, sans le Mali, sans le Niger, sans le Burkina et sans la Guinée? Et que vaut aujourd'hui la CEDEAO après le coup d'État en Guinée, après le double coup d'État au Mali, après le double coup d'État au Burkina et le coup d'État au Niger? En réalité, je crois, et je vais le prédire, si l'AES prend forme, ça signera l'arrêt de mort de la CEDEAO. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé, qui recevait comme invité M. Cheikhne Keita. Il est président de GPS. Mokhtar Sy, président de la génération engagée. M. Abdallah Yatara, conseiller municipal. Il est aussi du parti Yelema.
et M. Baki Diarra, notre analyste politique maison. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.